1, 2, 1, 2. C'est bon, on m'entend. Il est 11 h. Vous êtes 5, mais je vais commencer. Aujourd'hui, on va parler de l'univers étendu de Star Wars, qui est un domaine qui me passionne particulièrement. Et vous allez voir qu'il y a quelques aberrations dans l'univers étendu. Des fois, on essaye de bien faire et on va trop loin. Voilà, c'est un peu... Déjà, de base, les fans de Star Wars vont trop loin, mais les créateurs aussi. Alors, on va commencer par quelque chose de simple. L'univers étendu, c'est quoi? Alors, c'est l'extension d'un univers de fiction au-delà du média d'origine. Donc, typiquement, vous connaissez probablement déjà les films, et vous avez également des romans, des comics et des jeux vidéo. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de gestion de la part de l'auteur initial. Donc, on connaît bien l'auteur initial qui est George Lucas, c'est lui qui est à l'origine des films. Il y a d'autres auteurs qui vont succéder à George Lucas pour créer du contenu, sans aucune supervision théorique de George Lucas. Il garde un œil dessus, l'idée étant surtout qu'il va garder un œil sur les personnages que lui a créés. Il ne veut pas qu'on fasse n'importe quoi avec ces personnages. Mais les auteurs sont libres, en fait. Alors, on va présenter deux auteurs. Alors, pas tout à fait deux auteurs. Là, nous avons Timothy Zahn, qui est celui qui a écrit donc, La Croisade Noire du Jedi Fu, entre autres. Il a écrit d'autres choses, mais il est surtout connu pour ça dans l'univers étendu, parce qu'il a créé le personnage du Grand Amiral Thrawn, et qui non seulement existe dans le Legend, mais qui lui a également redonné vie dans le canon actuel en réécrivant complètement son personnage. Donc, ce mec, il a décidé de refaire un deuxième personnage identique. Et Aaron Alston, que j'ai voulu mettre ici particulièrement parce que c'est un acteur qui est décédé il y a pas un auteur qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, et qui a le mérite d'avoir fait une série de bouquins où il n'y a pas de sabre laser et pas d'utilisation de la force. Voilà. Donc la série des X-Wing, c'est avec Michael Stackpole, c'est eux deux qui ont écrit en grande partie la série des X-Wing. Et c'est des bouquins que j'aime particulièrement, donc je voulais lui rendre hommage. Et le troisième personnage, c'est Lee Lanchi. C'est la fameuse personne que George Lucas a désignée pour garder un œil sur l'univers étendu, pour vérifier que les gens ne font pas complètement n'importe quoi. Donc globalement, ces gens-là peuvent créer des personnages, les faire mourir, leur faire n'importe quoi, mais les personnages de George Lucas, que sont Luke Skywalker, Han Solo, tout ça, ils n'ont pas tellement le droit d'y toucher. Du moins, ils peuvent leur faire vivre des aventures, mais par exemple, George Lucas s'est toujours opposé au fait que Luke Skywalker meure dans l'univers étendu. À tort ou à raison, mais à une époque, les auteurs se sont dit ça serait bien qu'on ait une mort marquante dans l'univers étendu d'un personnage connu. Ils ont proposé Luke Skywalker, Lucas a dit non, puisque c'était un peu le héros immortel de cet univers-là, et c'est Chewbacca qui est mort. Bon, ils sont allés, ils lui ont balancé une lune sur la gueule pour le tuer, donc il en fallait quand même un petit peu. Mais voilà. Alors pourquoi on fait un univers étendu? Il y a plusieurs raisons. La première raison, bien évidemment, c'est de surfer sur le succès. Alors là, vous avez donc la date de parution, donc 1977, du premier film Star Wars, et Splinter of the Mind's Eye, qui est donc la suite de la novélisation. Alors en fait, ce qui est un peu compliqué, c'est que c'est non pas la suite du film directement, mais la suite de la novélisation qui avait été écrite par le même auteur, donc en même temps que le film. Donc c'est Alan Dean Foster qui a écrit ça, et il a écrit la suite qui a été complètement entre guillemets mise au rencard avec la sortie bien évidemment de l'épisode 5. Mais on y retrouve déjà l'existence des cristaux Kyber qui ont cours actuellement dans l'univers de Disney. Même si c'est des idées qui ont complètement été abandonnées dans le Legend, c'est revenu sous l'ère Disney. La deuxième raison de faire un univers étendu, c'est de maintenir un univers vivant. C'est important parce qu'on va à une certaine période de parution, de sortie entre deux films, de plusieurs années, parce qu'on a un temps de production qui est énorme. Et donc du coup, pour garder un univers vivant, dans l'idée qu'on va vouloir proposer quelque chose supplémentaire plus tard, il faut qu'on propose du contenu. Eh ben,
de la personne qui vient d'arriver est tout indiqué pour ça, puisqu'on a un jeu de rôle, Star Wars D6, qui a énormément aidé à maintenir l'univers. Alors non seulement ça a aidé à maintenir l'univers, puisque du coup les gens pouvaient créer leurs propres histoires au sein de l'univers de Star Wars, ils pouvaient faire vivre leurs propres personnages, mais ils pouvaient également en apprendre plus, puisque une bonne partie des références qui sont dans ces bouquins de jeux de rôle sont considérées comme canon. Alors canon à l'ère du Legend. Donc on voit quand même que la sortie de Star Wars D6, c'était 2 ans avant la menace fantôme. Donc c'était un petit peu aussi, je pense, pour relancer la hype des bons gros nerds qui aiment Star Wars. On leur a filé un jeu de rôle. Et il y a également une volonté des auteurs. Donc c'était tout à l'heure, je vous avais présenté les bouquins de Aaron Alston. Donc là on a celui de Michael Stackpole, l'Escadron Rogue. Voilà, qui est le premier de la série des X-Wing. Très bonne série de bouquins, je vous invite à la lire. Donc la volonté d'auteur, c'est un peu particulier, c'est que du coup on va avoir des gens qui vont dire j'ai une idée, je vais créer un truc complètement fou dans l'univers de Star Wars, et le but c'est de faire coller en fait cette idée-là. Alors on va avoir des trucs complètement pétés, des gens qui viennent d'une autre galaxie. Ça fait aussi partie des meilleures séries, mais ils viennent d'une autre galaxie, des gens qui sont un peu fous, des races insectoïdes. Il y a plein de trucs très très bizarres en fait dans l'univers étendu. Des fois ça marche énormément, donc on va avoir une grosse série où ça marche pas du tout, ça va être un one shot parce que la race alien par exemple va disparaître. Donc la volonté des auteurs est de créer des races aliens supplémentaires alors qu'il y en a déjà des milliers dans Star Wars. Alors comment ça fonctionne ? Avant les années 2000, c'est bordélique. Parce qu'en gros, il y a aucune, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a aucune hiérarchisation des œuvres. Il y a des tentatives qui sont faites d'organisation. Donc là, par exemple, vous avez donc les comics Marvel qui ont été édités après la sortie du premier film, qui ont du coup été annulés par la sortie de l'épisode 5. Ensuite, vous avez L'Héritier de l'Empire, qui est le premier tome de la Croisade Noire du Jedi Fou, et Dark Empire. Dark Empire et L'Héritier de l'Empire, et la Croisade Noire du Jedi Fou ont été écrits en même temps. Initialement, dans la tête des producteurs de LucasArts, on va dire, ou LucasBook, normalement, Dark Empire devait sortir avant. Devait être... on va dire chronologiquement, c'est-à-dire qu'en fait l'histoire, ce qui se passe dans Dark Empire devait se placer avant l'histoire qui se passe dans ce bouquin. Donc on avait demandé à l'auteur Timothy Zahn de dire il faut que tu introduises des références à ce qui s'est passé dans les autres bouquins pour que les gens, quand ils découvrent l'histoire, ils disent oui, effectivement, on a reconstruit quelque chose sur les ruines de ce qui s'était passé dans l'histoire précédente. Il a dit non. Il a dit allez vous faire foutre, je veux pas. Et donc du coup, ils ont changé de façon que cette histoire-là se passe finalement après la série de bouquins La Croisade Noire du Jedi Fou. Donc quand je vous dis que c'est assez bordélique, c'est qu'en fait les auteurs font un peu ce qu'ils veulent, ils peuvent refuser, donc c'est vraiment bordélique. Voilà. À partir de 2000 jusqu'à 2014 qui sonne le rachat de Disney, il y a eu une mise en place de niveaux de canon différents par Lee Lanchi, donc qui était le gardien de l'Holocron, c'est son titre officiel au sein de LucasArts, Lucasfilm, je ne sais jamais à quelle société il appartient. Donc il y a plusieurs niveaux. Il y a le canon, le G-canon, G comme Georges, qui en gros tout ce qui contient les films et tout ce qui est dit. Alors, et là c'est les trucs très particuliers, ce qui est dit et expliqué par George Lucas en interview. C'est-à-dire que si George Lucas il nous fait une J.K. Rowling en nous disant que finalement tel personnage on ne sait pas, mais il a deux raies du cul, et ben finalement le personnage est acté comme étant deux raies du cul. Et c'est débile. C'est-à-dire que le gars il va se lever un matin et va dire j'ai une idée, Obi-Wan en fait il a 11 orteils. Ça mène à rien, mais en fait c'est canon. Ensuite on a le T-canon, T comme TV, en fait ça va inclure toutes les séries télévisées. Donc The Clone Wars principalement, c'est surtout pour ça qu'a été créée cette série, cette rubrique. Et en fait, c'est la dernière qui est sortie, puisque après The Clone Wars, on a eu le rachat de Disney. Même le rachat de Disney s'est fait pendant la sortie de The Clone Wars. Ensuite, on a le C-canon qui correspond à l'univers global. Donc ça va être tout ce que je vous ai présenté jusque-là. Donc les romans, les jeux vidéo, les comics. Ça inclut bien évidemment les niveaux au-dessus. Le C-canon inclut le T-canon qui inclut le G-canon. Ensuite, on a le S-canon. Donc ça, c'est par exemple le comics que je vous ai présenté au tout début. Il est S-canon. C'est-à-dire qu'en fait, il raconte une histoire qui
de base est pas ouf, mais qui surtout n'a plus cours, puisque du coup, ce qui s'est passé après ne colle plus du tout. On a des trucs complètement pétés. Alors, à la particularité près que les auteurs peuvent décider de réutiliser ou juste de canoniser des éléments qui se passent dans le S-canon. Ils ont dit, moi ce personnage je l'aime bien, bah, je vais le mentionner dans mon roman, comme ça tout ce qu'on a raconté avant sur lui devient vrai. C'est magique. Et on a le N-canon, le non-canon, c'est tout ce qui est parodie, uchronie. Il y en a des très drôles. Voilà. Et depuis 2014, donc pour moi, on a arrêté un peu le concept d'univers étendu. Parce qu'on est devenu sur un univers cross-média. C'est-à-dire que pour moi, la distinction que je fais, alors attention, c'est une interprétation personnelle. L'univers étendu, c'est on a un auteur qui a créé quelque chose, qui a créé un mythe, qui est les 6 premiers films, même les 3 premiers techniquement, et des trucs qui se sont bâtis autour. Et c'est ce qui s'est bâti autour de ces films qui sont considérés comme l'univers Legend aujourd'hui. Mais George Lucas n'a jamais prêté attention à cet univers-là. C'était simplement... Il savait que ça existait. De temps en temps, il avait un personnage qu'il aimait bien. Et par exemple, dans l'épisode 2 ou l'épisode 3, je ne sais plus lequel des deux, on a le personnage... si, dans le 3 et le 2, au fait, finalement. Il y a le personnage d'Ayla Secura qui apparaît, qui est un personnage qui a été créé par l'univers étendu, par des auteurs. Donc en fait, même si George Lucas n'a jamais fait attention à se conformer à cet univers-là, c'est-à-dire si lui, dans son idée, il doit le contredire, il s'en fout. Il ne va pas prendre en compte les œuvres, mais... S'il y a un personnage qui lui plaît, s'il y a des éléments qui l'intéressent, eh ben il va les utiliser. Et un petit peu comme ça, il va rendre hommage à cet univers étendu par plusieurs petites références à droite à gauche qu'il va réutiliser. Par exemple, il faut savoir que le nom de Coruscant vient du bouquin là, du milieu, de l'héritier de l'Empire. C'est qu'initialement, la planète capitale n'était pas nommée, c'était juste le Capitole de l'Empire. Et elle a son nom, elle retrouve son nom en fait dans ce bouquin-là, et nom qui a été conservé par George Lucas. Et alors, à la différence de Disney, qui pour moi c'est plus un univers cross-média, c'est-à-dire que c'est vraiment Disney qui a la main dessus et qui dit je veux raconter cette histoire-là. Alors, il laisse une certaine liberté aux auteurs, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de contrôle là-dessus et ils veulent développer un univers cross-média. C'est-à-dire que maintenant, on a des obligations, par exemple, à lire des romans de ce type-là pour comprendre ce qui s'est passé dans les films qui nous ont présentés. Ça, c'est ce que je trouve dommage. Pour moi, l'univers étendu, c'était intéressant parce que c'était optionnel. Il n'y avait pas forcément de nécessité vraiment à lire ça pour comprendre les films. Or là, aujourd'hui, pour comprendre ne serait-ce que ce qui s'est passé entre l'épisode 6 et l'épisode 7, il faut lire des bouquins. Et ça, je ne suis pas très très fan de l'idée. Je vais vous donner un petit exemple avec le personnage de Dark Bane. Alors, ça va être vague, c'est pas Dark Bane ça. Ça, c'est Freedon Nad, un personnage qui a été créé en 1996. Ensuite, on a la Vallée des Jedi qui a été introduit par le jeu vidéo Jedi Knight Dark Force 2. Oui, parce que quand je vous disais que l'univers était bordélique, ce jeu-là est le premier de la série Jedi Knight, mais également le deuxième de la série Dark Force. Ouais, voilà, je vois vos têtes, c'est compliqué. La planète où se situe la Vallée des Jedi. À noter qu'à ce stade, nous ne savons pas. Nous sommes en 1997 et nous ne savons pas ce que c'est que la Vallée des Jedi, si ce n'est qu'on sait que c'est un regroupement d'âmes de Jedi morts. Ce qui est très joyeux. Dans Star Wars Rebellion, on a une autre planète qui est appelée la planète Titon. On ne la connaît pas. C'est une planète random. Ensuite, dans Star Wars épisode 1, la novélisation. Pas le film, la novélisation. Nous avons le personnage de Dark Bane qui apparaît. Il n'a pas forcément cette tête-là à ce moment-là, puisque forcément c'était un roman. Mais on le connaîtra plus tard sous le nom avec ce physique-là. Et en 2006, nous avons la sortie de la trilogie Dark Bane, donc qui va nous raconter l'histoire de ce personnage-là. Alors comment ils ont inclus le personnage dans l'univers pour qu'on n'ait pas un bonhomme ultra pété qui vienne, parce qu'il est complètement pété, hein, je vous l'annonce tout de suite, mais il y a une bonne raison à ça. Pourquoi on a un personnage qui débarque comme ça? Comment on fait pour l'inclure dans l'univers étendu? C'est simple, on va lui faire visiter le tombeau du vieux Sith mort depuis des années, donc du coup ça va être une première étape, il va obtenir certains pouvoirs par rapport à ça. Ensuite, on va l'emmener sur la planète Rusan, ici, qui a été nommée
a posteriori par la novélisation ou la suite du jeu vidéo. Ouais, c'est aussi compliqué ça. C'est-à-dire que la suite du jeu vidéo dit que ça c'est la planète Rusan où se situe la vallée des Jedi et une action de Darkbane se situe sur la planète Rusan et c'est les actions de Darkbane, enfin plutôt quand il y est, c'est pas lui qui le fait directement, c'est un autre trou de balle de Sith qui se croit meilleur que les autres, mais du coup il fait tout péter sur Rusan et ça crée la vallée des Jedi. Sauf que du coup on apprend que c'est pas que des âmes de Jedi, il y a aussi des âmes de Sith là-dedans. Donc c'est très très compliqué. Voilà, et ça c'est la planète Titon, qu'on ne connaît pas vraiment de base, puisqu'elle était juste dans un jeu vidéo sur l'espace. Et ben en fait, Darkbane il va aller sur Titon, et on apprend sur Titon qu'en fait c'est le siège de la connaissance des Jedi. Alors qu'en fait, voilà, ça sort de nulle part. C'est-à-dire que ce bouquin-là a donné des explications de la création de ce truc-là, l'histoire de cette planète-là, plein d'autres choses. Et c'est comme ça qu'on inclut un personnage dans un univers étendu. C'est on fait rentrer en résonance des événements d'un personnage avec tout ce qui a pu être écrit par le passé. Et quand on vous dit, la tombe de Freedom-Nad, c'est un supermarché. Hein. Il y a 60 mecs qui y sont allés, ils ont tous eu des pouvoirs. Ils sont tous morts. Pas dans la tombe après, c'est vraiment que les pouvoirs ne devaient pas être suffisamment puissants. Voilà. La trilogie Darkbane, qui est une des dernières séries, je l'ai pris en exemple parce que c'est une des dernières grosses trilogies qui est sortie sur l'univers étendu. Je les ai pas lus, mais il paraît que c'est très bien. Est-ce que vous avez des questions? Je sais pas si j'ai le temps. Oui, j'ai encore un peu de temps. Alors, on va parler un peu des parodies. Parodie où Dark Maul est un délinquant. En fait, c'est juste un délinquant sur Coruscant qui fout le bordel. Et là, dans cette case-là, c'est Palpatine qui fait « Oh, je vais prendre soin de ce petit garçon qui est orphelin. » On sait ce que ça a donné, du coup. Ça, c'est une parodie que j'aime beaucoup. Vous avez l'archétype du vieux soldat qui raconte qu'il a vécu un peu la guerre du Vietnam. C'était horrible, en fait. Mais face aux Ewoks. En gros, les Stormtroopers débarquent sur Endor et ils voient des gentilles peluches mignonnes qui leur apportent des fleurs. Et l'Ewok, il connaît pas le blaster, alors lui, il voit un trou, il met une fleur dedans. Et eux, ils ont shooté les Ewoks. Voilà ce qui se passe à la fin. Les Stormtroopers, ils sont traumatisés parce que les Ewoks, ils les ont chassés, ils les ont mangés. Maintenant, je vais vous faire un petit florilège des trucs qui vont trop loin dans l'univers étendu. Le pantalon de Han Solo. De base, c'est un choix de costume. C'est juste, on a dit, ça serait marrant de rajouter une ligne rouge là. Ok, c'est une ligne rouge. Et dans l'épisode 5, mon Dieu, elle est devenue jaune. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que par hasard, il n'y a pas une explication? Un truc? Hein, Yann Solo, est-ce qu'il y a une explication au fait que ton pantalon ait changé de couleur? Je crois que c'est parce qu'il était très malade, il a besoin de se soulager. Il a taché son pantalon? Voilà, c'est ça. Non. Ce sont les lignes de sang coréliennes. Ce sont des distinctions de l'armée corélienne. Alors c'est un concept. Han Solo, quand il a eu cette ligne de sang-là, c'était à peu près à la période où il a libéré Chewbacca. C'est pas à cause de la libération de Chewbacca, puisque du coup il s'est dressé contre l'Empire pour ça. Sinon ça serait un peu con qu'il se... Enfin bref. Et à un moment donné, il a changé de couleur. On s'est dit, il y a un deuxième grade. Ça, ce sont les lignes de sang grade 1. Ça, c'est grade 2. Enfin, deuxième classe, première classe, bref. Mais on ne sait pas pourquoi. On sait qu'il s'est passé un truc qui fait qu'il a un nouveau grade, mais on ne sait pas pourquoi. Et ça, j'aime bien parce que ça veut dire qu'en gros, il a eu la distinction des lignes de sang, la premier grade, quand il était dans l'armée impériale, mais c'est une autre armée qui lui a donné une décoration. Moi, je ne sais pas, ça pue la trahison. Les couleurs de sable laser. Ça, c'est un grand débat parmi les fans de l'univers de Star Wars. Les couleurs de sable laser, en fait, il y a un jeu vidéo qui a acté que les Jedi consulaires avaient des sabres verts, les Jedi sentinelles des jaunes et les Jedi gardiens des bleus. Et du coup, tous les gens ils se disent « Oh mon Dieu, il y a une signification aux cristaux de sable laser !» Non, c'est juste en fait un problème de gameplay. C'est-à-dire que quand à l'écran de création de personnages, ils n'allaient pas mettre 4 fois le même mec. Donc ils ont juste changé la couleur de son sable laser pour dire « Voilà, c'est à peu près ça. » Mais en fait, en vrai, on fait ce qu'on veut, il n'y a pas tellement de...
Il n'y a pas tellement de règles. Mais il y a des vraies théories de fans là-dessus. Il y a des mecs, ils sont en train de s'entretuer actuellement sur les forums pour savoir qui a raison. Alors ça les achève. Ça les achève. Il y a deux raisons. Parce que quand il y a un mec qui pose la question sur les forums, c'est-à-dire pourquoi Mace Windu il a un sable laser violet, il n'y a que lui. Il y a deux camps. Il y a ceux qui savent pas et il y a ceux qui savent. Ceux qui savent pas, ils disent ouais, c'est Samuel L. Jackson, il aime bien le violet. Oui, c'est vrai. Il a demandé à George Lucas effectivement d'avoir un sabre laser spécifique. Sauf que, comme je vous disais, c'est un peu le sous-titre de la conférence, les fans ont horreur du vide. Et les auteurs également, puisque les auteurs sont fans de Star Wars avant tout. Du coup, ils ont justifié que pourquoi il avait un sabre laser d'une couleur particulière. Il a un cristal de couleur particulière. Voilà, qu'il gagne à un moment particulier, et c'est un cristal vivant. Enfin voilà, il y a toute une histoire derrière ça. Donc quand je vous dis que l'univers va trop loin, c'est qu'il faut tout justifier. Le moindre pet de mouche sur une toile cirée, il faut le justifier dans l'univers étendu. La troisième étoile noire. Parce qu'on dit que la base Starkiller de l'épisode 7 c'est la troisième. Non, c'est la quatrième. Pour ceux qui connaissent la première image, c'est un extrait de l'attraction Star Tour de Disneyland. En fait, l'attraction est sortie après les films, et sauf que fallait faire revivre un petit peu le truc fun aux gens, dire on va faire la tranchée de l'étoile noire, tout ça. Sauf que ça colle pas chronologiquement, puisque du coup elle est censée être détruite après la création de Star Tour sur Terre. Parce que la création, on en reparlera après, mais la création de Star Tour sur Terre c'est aussi canon. Mais en gros, du coup, ils se sont dit, bah en fait, il y en avait une troisième. Donc, ils ont pondu un truc où il y a un vieux taré qui a sorti. Ça, c'est des sphères d'habitation à la base. Parce que Palpatine, il aimait bien faire des stations de combat qui ressemblaient à des immeubles. Ça, c'est des immeubles spatiaux. Et du coup, le mec, il a pris un immeuble spatial, il a collé un canon dessus, ça fait une troisième étoile de la mort. Voilà. Et donc, vous êtes la navette du Star Tour, dont vous êtes à l'attraction, navigue sur l'étoile de la mort. La troisième. Et je crois que c'est le dernier slide, je sais plus. Nous sommes dans Star Wars. Ça, je crois que c'est l'apothéose du truc n'importe quoi. Vous voyez, il y a 6PO, R2D2, là pareil, il y a des concepts. Officiellement, dans l'univers, le capitaine Remus Antilles, qu'on voit à la fin de l'épisode 3, c'est celui à qui R2D2 et 6PO sont confiés, a pour mission de créer l'avant-poste Star Tour, la station spatiale de voyage Star Tour sur Terre. Donc très très loin, et on lui adjoint R2D2 et 6PO pour l'aider. C'est pour ça qu'on les voit dans la file d'attente. C'est pas juste des automates, hein. Non, c'est les vrais. Ils sont là, ils sont venus pour ouvrir la station spatiale. Nous, on est un peu cons, on pense que c'est une attraction, alors qu'en vrai, on voyage vraiment dans l'espace. Tout ça pour dire que voilà, il y a beaucoup de délires comme ça dans l'univers étendu. Il faut savoir que le Star Tour a été canonisé donc ça c'est le Star Tour de l'univers Legend. Il faut savoir qu'il a été canonisé dans l'univers canon à travers une publicité. C'est dans l'épisode Lightsaber Lost de Clone Wars où on a Ahsoka donc, qui a perdu son sable laser qui court après. Et il y a un panneau publicitaire écrit en Aurebesh qui est l'alphabet de Star Wars. Et si on le traduit en français, eh ben, c'est un panneau publicitaire pour Star Tour. Donc en fait, ce truc-là est revenu d'un coup dans l'univers canon et la Terre avec. Donc la Terre est dans l'univers canon. Voilà. Donc George Lucas avait raison. C'est une galaxie lointaine, très lointaine. Mais finalement, il avait tort quand il disait que c'était il y a longtemps. Et c'est effectivement le dernier slide et j'ai fini ma conférence avec 5 minutes d'avance. Si vous avez des questions, avant que je laisse la parole à Monsieur Solo. Moi j'avais une question, il y avait des théories pour le sabre Windu, comme quoi il aurait aussi travaillé côté obscur et lumineux, et ça serait oui. Alors ça, donc je répète, donc la théorie comme quoi Mace Windu a un sabre laser violet parce que il manie assez bien le côté lumineux que le côté obscur. C'est une théorie qui vient du personnage de Revan qui a un peu subi le même parcours et c'est complètement pété. C'est faux. C'est simplement que y a des gens ils ont dit ah mais c'est marrant si on mélange le rouge des méchants et le bleu des gentils ça fait violet. Sauf que non, ça fonctionne pas vraiment comme ça. Non, simplement il a un cristal particulier parce que outre le fait que l'acteur l'ait demandé pour le film et le côté canon c'est qu'il a un sabre particulier mais sa maîtrise entre guillemets du côté obscur n'est pas vraie. C'est-à-dire qu'il a une technique de combat qui fait appel à des émotions qui se rapprocheraient du côté obscur. Mais ça reste un Jedi en tout. Si le gars maniait le côté obscur, il serait pas au conseil des Jedi.
d'autres questions? Vous parliez du fait que l'univers Star Wars, Legend, était basé sur le fait de remplir des trous, remplir du vide. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu l'objectif du canon actuel, qui répond à des questions qui finalement peuvent être extrêmement mineures? Non, le canon. Alors, le problème de ta question, c'est que je suis très biaisé sur l'univers Disney, que je n'aime pas particulièrement, mais je vais essayer de répondre de manière un peu objective. Je dirais que Disney laisse des trous volontairement pour les combler par des bouquins, alors que dans l'univers Legend, en fait, George Lucas racontait des choses et on a des romans qui se situent des milliers d'années dans le passé, des centaines d'années dans le futur, par exemple, à des périodes qui ne sont complètement inexploitées et donc qui sont un terreau fertile à créer quelque chose. On se doute bien que la galaxie, elle n'est pas apparue comme ça du jour au lendemain avec tout cet univers-là, les droïdes, la Force, les Jedi. Il y a eu une genèse de cet univers-là et l'univers Legend a pour but de raconter cet univers-là. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant, notamment actuellement dans la partie la Haute République, visiblement, qui est enfin un gros projet mené par Disney qui a l'air intéressant, même si je ne le regarderai pas, je trouve pas le temps. Je pense que c'est intéressant, mais à mon sens, ce qu'ils ont fait notamment avec des bouquins comme Aftermath, je sais pas comment ça se dit, de combler des trous des films, ça pour moi c'est problématique. C'est-à-dire que tu peux pas volontairement laisser des trous en disant les gens vont acheter des bouquins parce qu'on n'a pas le temps de le dire dans le film. Voilà. Donc il y a une différence entre avoir des pages blanches et se permettre de les compléter et laisser des énormes trous béants et dire faut qu'on trouve un truc à mettre. Des questions? Il me reste 2 minutes. Me laissez pas seul. S'il vous plaît. Oui. Alors oui, c'est une bonne chose, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas que l'auteur se dise « je vais laisser des trous ». C'est un peu le problème Disney. Il ne faut pas laisser des trous dans l'idée « c'est pas grave, on a des gens qui vont compléter ces trous-là ». Il faut se dire « je vais répondre à toutes les questions possibles en laissant des portes ouvertes ». Il y a une différence entre laisser une question en suspens et laisser des portes ouvertes. Par exemple, je prends un exemple de la trilogie la plus récente. Dans l'épisode 8, Kylo Ren dit à Rey que ses parents sont personne. La question pouvait s'arrêter là. C'est-à-dire que c'est une porte ouverte. Ses parents sont des anonymes. On n'a pas besoin de savoir qui ils sont. Si un roman plus tard nous raconte qui ils sont, que ce soit des fermiers de Tatooine, de Jakku ou même des banquiers de Coruscant, très bien, ça nous raconte ça. Mais il y a une différence entre te dire tu es la fille de quelqu'un, mais on va pas te dire de quoi. Et là, c'est un problème, c'est que tu laisses une question en suspens et tu te dis oui, mais ça a l'air important ton détail. Donc, je trouve qu'il y a une différence à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il faut laisser des portes ouvertes pour permettre aux gens de s'exprimer dessus, mais il ne faut pas juste dire je m'en fous, je passe pas de temps dessus parce qu'il y a d'autres gens qui vont le faire. Une minute. Non, je vais m'arrêter là. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence, même si je doute qu'il y en a beaucoup qui sont venus pour Yann Solo. Parce qu'ils sont arrivés à la fin.